Donc Michael Kwass, vous êtes professeur d'histoire à l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis. Vous avez publié de très nombreux articles, notamment dans l'American Historical Review, le Journal of Modern History, Representations ou French History. Vous avez publié plusieurs ouvrages importants relatifs à l'économie politique de la France moderne, notamment Privilege and the Politics of Taxation in 18th Century France, Liberté, Égalité, Fiscalité, en l'an 2000, un livre qui a reçu le prix David Pinkney du meilleur ouvrage sur l'histoire de France, décerné par la Society for French Historical Studies. Votre deuxième ouvrage, Contraband, Louis Mandrin on the Making of a Global Underground, a été publié chez Harvard University Press en 2014. Il a été traduit en français chez Vendémiaire en 2016, et cet ouvrage a reçu de très nombreux prix à travers le monde. Plus récemment, en 2022, vous avez publié The Consumer Revolution chez Cambridge University Press, un livre qui réfléchit aux implications sociales, culturelles et politiques de la consommation occidentale avant l'ère de la révolution industrielle. Et actuellement, vous travaillez sur la partie commerciale de l'ordonnance de 1825, sur ce fameux article 1, celui relatif aux 2000 droits, et vos travaux sont au carrefour de l'histoire culturelle, de l'économie politique et de l'histoire de la souveraineté. Et c'est ce dont vous allez nous parler ce matin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Arnaud Orin pour cette présentation. Merci également aux organisateurs de ce colloque sur un sujet d'une grande importance. Merci. Lorsque les historiens et le grand public évoquent l'ordonnance française du 17 avril 1825, ils pensent à l'indemnité imposée à Haïti, stipulée dans son deuxième article. Rien n'est plus compréhensible. Instrument brutal de néocolonialisme, l'indemnité a profondément marqué l'histoire d'Haïti et ses relations avec la France. Toutefois, l'ordonnance contenait un autre article, l'article 1er, qui est méconnu et dont l'histoire est particulière. L'article 1er ouvrait de manière présomptueuse le commerce haïtien à toutes les nations et établissait un privilège commercial en faveur de la France. Ce privilège est connu sous le nom de demi-droit parce qu'il a réduit de 50% les droits de douane sur les marchandises françaises et uniquement sur les marchandises françaises. Aujourd'hui, ma présentation retrace l'histoire du demi-droit. En premier lieu, je m'attache au contexte politico-économique de ce demi-droit et suggère que le privilège commercial constituait un mélange hybride de deux modèles d'empire, l'empire mercantiliste et l'empire informel. En deuxième lieu, j'inscris l'opposition haïtienne au demi-droit dans l'histoire de la résistance anticoloniale, en examinant comment les douaniers et les journalistes haïtiens se sont mobilisés contre lui. Je montre que les Haïtiens se sont appuyés sur des idées révolutionnaires de souveraineté pour organiser une vaste campagne d'opposition qui a abouti à la suppression unilatérale de l'article 1er de l'ordonnance. La création du demi-droit reflétait une évolution des idées relatives à l'empire colonial français. Comme l'a montré Mary Lewis, les origines de ce demi-droit remontent aux efforts de lobbying des marchands métropolitains français désireux de reprendre leurs activités après les bouleversements des révolutions françaises et haïtiennes et les guerres napoléoniennes. Alors que les marchands français avaient autrefois dominé le commerce avec la colonie de Saint-Domingue, ils accusaient désormais un retard sur leurs concurrents britanniques et américains.
Afin de restaurer ce commerce, ils ont demandé au gouvernement français de reconnaître Haïti et d'encourager le négoce avec la jeune nation. Alors que de nombreux anciens colons souhaitaient reconquérir Haïti et réimposer l'esclavage, les marchands français privilégiaient le commerce par rapport à la guerre. Pour certains auteurs français, il ne s'agissait pas seulement dans cette approche d'un moyen d'améliorer le commerce, c'était aussi une manière d'instaurer un nouveau type d'empire que David Todd a récemment appelé empire informel. Todd soutient que le terme empire informel s'applique à l'empire français entre 1815 et 1870, lorsque la France cherchait à éviter les conflits géopolitiques avec la Grande-Bretagne et à se concentrer plutôt sur le développement de son influence économique et culturelle dans le monde. Il est clair que sous la Restauration, certains auteurs français ont voulu appliquer à Haïti cette nouvelle forme d'empire commercial. Dominique de Pradt estimait que la France ne devait pas tenter reconquérir Saint-Domingue. Je cite, « Il suit de cet exposé que Saint-Domingue est inattaquable, qu'il périrait avec les assaillants, que sa population et sa culture vont toujours en croissant, qu'il est de l'intérêt de l'Europe de cesser de s'en occuper comme propriété pour ne plus s'en occuper que comme civilisation, que dans cet état, il rendra avantage à l'Europe et à la France, ce qu'il ne faisait pas lorsqu'elle avait à fournir aux frais immenses de son établissement. » Fin de citation. Un autre pamphlet a déclaré, je cite, « Si la France reconnaissait l'indépendance de la République d'Haïti, quel avantage ne tirerait-elle pas du commerce qu'elle ferait chez cette nouvelle nation? Le luxe français s'introduira promptement dans les maisons d'Haïti et chez toutes les classes de la société. Les Haïtiens embelliront leurs villes, leurs ports, leurs monuments publics et tout cela à l'aide du commerce français parce que les inclinations les portent naturellement à vivre à la française. Quelle activité régnerait alors dans ces nombreuses fabriques de l'ancienne métropole? » Fin de citation. L'idée était de créer à Haïti une société de consommation qui stimulerait la demande en produits français. C'est dans cet esprit que l'article 1er de l'ordonnance a été rédigé. Contrairement à l'esprit de l'exclusive, c'est-à-dire les lois mercantilistes qui, sous l'Ancien Régime, avaient contraint les colons français à commercer exclusivement avec les marchands français, l'article 1 envisageait un commerce ouvert entre Haïti et toutes les autres nations. Mais si l'ordonnance permettait un commerce ouvert, elle n'instaurait pas de commerce égalitaire. En revenant à un cadre mercantiliste, l'article 1 favorisait les marchands français par rapport à leurs rivaux au détriment des recettes de l'État haïtien. Le privilège commercial était conçu pour donner aux marchands français un avantage fiscal considérable sur les marchands britanniques qui se trouveraient désormais forcés d'acquitter 2 fois de plus de droits de douane que les marchands français. En imposant des droits de douane plus élevés aux concurrents de la France, le demi-droit était destiné à stimuler le commerce français avec Haïti. Ainsi que Joseph de Vielle, président du Conseil des ministres, l'a expliqué dans un discours devant la Chambre des députés français le 9 mars 1826, je cite, « En faisant réduire à moitié pour le commerce français les droits perçus dans les ports d'Haïti sur les autres pavillons, le roi a conservé aux produits de notre sol et de notre industrie, au profit du commerce et de la navigation française,
l'avantage le plus sûr et le plus considérable qui peut être retiré de notre ancienne colonie. » Fin de citation. Cet avantage fiscal, déclarait Viel, serait plus précieux que n'importe quel monopole exclusif parce que la France n'aurait plus à supporter les coûts de protection nécessaires au maintien d'une colonie à part entière. Ce que Viel omettait de dire lorsqu'il vantait les mérites de ce nouveau régime commercial, c'était que ce dernier était déjà vilipendé par les douaniers et les journalistes haïtiens. En effet, alors que certains dirigeants haïtiens restaient ambivalents au sujet de l'indemnité, ils contestaient sans équivoque le demi-droit, dont les enjeux étaient clairs dès le départ. À l'instar de toutes les nations nouvellement indépendantes des Amériques à l'époque des révolutions, l'État haïtien dépendait fortement des revenus qu'il tirait des droits de douane. Toussaint Louverture et ses successeurs ont construit un État fiscal et militaire basé sur les revenus des droits de douane, forgeant un lien pratique et symbolique entre la formation d'un État haïtien souverain et le développement d'une administration douanière. Cela explique pourquoi le demi-droit constituait un sujet si sensible. En 1825, lorsque la France a imposé le demi-droit à Haïti sous menace militaire, elle a déclenché toute une série de contestations passionnées. La mobilisation d'Haïti contre le demi-droit s'est déployée à deux niveaux différents. Au niveau de l'administration de l'État, les douaniers haïtiens sont empressés de freiner son application. Sous les ordres de Joseph Inginac, secrétaire général de Jean-Pierre Boyer, président de la République d'Haïti, les douaniers ont recouru à de nombreuses tactiques pour saboter le demi-droit. Par exemple, les douaniers ont refusé d'accorder le demi-droit aux navires français dont les documents administratifs désignaient Haïti par son nom colonial Saint-Domingue. Ils ont également dénié le demi-droit aux navires français battant pavillon étranger parce que ces derniers avaient quitté les ports métropolitains avant que l'ordonnance ne régularise le commerce avec Haïti. De même, les douaniers n'ont pas voulu appliquer le demi-droit à des produits français dont le simple nom évoquait des origines étrangères. Tel a été le cas du vin de Madère, dont la version originale était produite dans les îles portugaises, du fromage Gruyère, qui évoquait le canton suisse de Fribourg, ou encore des pâtes, qui étaient évidemment associées à l'Italie. De tels exemples de défiance pourraient être multipliés. Considérés dans leur ensemble, ils ont représenté une formidable résistance bureaucratique qui a gravement nui à l'efficacité de l'article 1er de l'ordonnance. Au-delà de ces actes de résistance administrative, certains journalistes haïtiens ont intervenus dans la controverse, apportant une dimension publique au conflit qui visait explicitement les prétentions impériales du gouvernement français. Voilà. Ainsi que le suggèrent les spécialistes de l'histoire de la littérature haïtienne, les auteurs de la période post-indépendance, en particulier ceux qui servaient sous les ordres d'Henri Christophe, ont publié un corpus littéraire radical qui rejetait avec véhémence l'esclavage, le racisme et le colonialisme. Alors que la littérature abolitionniste européenne remettait rarement en question le principe du colonialisme, la littérature haïtienne, imprégnée d'une puissante forme de nationalisme après la guerre d'indépendance, était viscéralement anticoloniale. Après 1825,
les journalistes haïtiens ont ravivé ce discours pour mener une campagne contre le demi-droit. L'organe principal de cette campagne était le Télégraphe, hebdomadaire haïtien publié dans la capitale Port-au-Prince. Le Télégraphe était radicalement anticolonial et profondément ancré dans les circuits d'information transatlantiques parce que son rédacteur en chef n'était autre que Just Sean Latt, l'un des auteurs les plus éminents et les plus cosmopolites d'Haïti dont nous avons parlé hier. Né libre dans le sud d'Haïti et éduqué au lycée Louis-le-Grand à Paris, Sean Latt était revenu dans la colonie en 1791 afin de lutter pour la cause des personnes libres de couleur avant de partir aux États-Unis. Il était retourné en Haïti pour devenir le secrétaire de Jean-Jacques Dessalines, qui l'avait aidé à rédiger la Constitution de 1805. Après l'assassinat de Dessalines, Sean Latt avait rejoint Christophe dans le Nord en tant que secrétaire et publiciste, mais après la mort du roi en 1820, il avait brusquement changé de camp pour épauler Boyer en tant que rédacteur en chef du Télégraphe. C'est cet homme qui se trouvait à la tête du journal le plus important d'Haïti lorsque l'ordonnance a été promulguée en 1825. Sous la direction de Sean Latt, le Télégraphe s'est alors attaqué au demi-droit et a développé une ligne éditoriale résolument anticoloniale. En effet, c'est le demi-droit et non l'indemnité qui a provoqué la rhétorique la plus radicale du journal. Le Télégraphe abordait l'indemnité avec une certaine ambivalence puisque le paiement démontrait que le gouvernement haïtien était attaché au principe de l'inviolabilité de la propriété et était donc civilisé, entre guillemets, et digne de reconnaissance internationale. Mais ce même journal n'a pas hésité à attaquer le demi-droit. Dans une série d'articles publiés entre 1825 et 1838, le Télégraphe s'est vigoureusement opposé au privilège commercial et a jeté les bases intellectuelles de son abolition finale. Deux articles clés permettent de retracer la ligne éditoriale du journal. Le 20 novembre 1825, Sean Latt a publié un article rédigé par un correspondant anonyme qui traitait explicitement du demi-droit. Le correspondant se disait piqué par la rhétorique impériale qu'il avait détectée dans un récent journal français exaltant Charles X pour avoir usé, je cite, du plein pouvoir de sa souveraineté afin d'abaisser les droits de douane que les Français payaient en Haïti. En réponse, le correspondant soutenait que, dans la mesure où l'article 1 ne mentionnait aucune limite à la durée du demi-droit, il violait grossièrement le droit souverain d'Haïti de contrôler ses propres frontières et de réglementer le commerce dans ses propres ports. La condition vague de l'article 1 poursuivit le Télégraphe, je cite, « morcelle et tronque une puissance morale qui, par son essence, est indivisible, en la privant pour toujours de la plus précieuse de ses attributions, celle de régler les relations commerciales suivant l'exigence des intérêts du pays en l'astreignant à soumettre la police des ports nationaux à l'intervention inquisitoriale d'un pouvoir étranger. » Avec quelle insidieuse emphase l'ordonnance représente le roi, usant indéfiniment sa souveraineté sur ce qu'on continuera sans doute, selon lui, à nommer colonies, ouvrant à son gré nos ports et fixant à perpétuité le tarif de nos droits de douane. Ni l'indépendance absolue, ni notre dignité nationale se sauraient s'accommoder de toute autre suggestion qui, par son caractère de féodalité, ne cesserait jamais de nous avilir. Certes, le journal ne mâchait pas ses mots, mais pourquoi user de ce discours féodaliste?
Comme l'ont montré François-Joseph Roudieu et Martí Koskiniemi, sous l'Ancien Régime, la monarchie française avait greffé des colonies d'outre-mer sur le royaume par le biais du cadre rhétorique et institutionnel du féodalisme. De ce fait, en 1791, les députés blancs rebelles de l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue avaient rejeté le mot « colonie » comme une notion féodale. Mais par les Haïtiens qui avaient déclaré l'indépendance en 1804, la distinction entre les formes féodales de la suzeraineté française et les formes modernes de la souveraineté haïtienne s'avérait cruciale, car leur liberté même en dépendait. Il fallait éviter à tout prix de s'engager sur la pente glissante qui menait de la vassalité féodale comme forme du statut colonial à l'esclavage pur et simple comme système de propriété et de travail. Par conséquent, quand le Télégraphe a condamné dans le demi-droit une institution féodale intrinsèquement illégitime à l'ère de la souveraineté nationale, le journal s'est appuyé sur un discours anticolonial de souveraineté nationale absolue tel qu'il avait été formulé dans le sillage de la campagne napoléonienne. Énoncé par Dessalines, par une poignée d'auteurs haïtiens et singulièrement par Justin Latte, ce discours nationaliste rejetait fondamentalement l'esclavage, le racisme et le colonialisme pour souligner les droits fondamentaux du peuple haïtien à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale. En tant que rédacteur en chef du Télégraphe, Jean Latte a fait renaître ce langage pour attaquer le demi-droit. Le déploiement en 1825 d'une telle rhétorique révolutionnaire à l'encontre du demi-droit a alarmé le consul français au point d'exiger que le Télégraphe soit reformaté en supprimant l'expression « gazette officielle » de son en-tête et en classant les articles dans deux sections nouvellement étiquetées, celle des articles officiels et celle des articles non officiels. Soumis à rude pression de la part de l'État, Jean Latte a accepté les changements. Et ici, vous voyez la maquette originale sous le titre de « Gazette officielle ». Et ici, vous notez que maintenant, le terme « Gazette officielle » ne figure plus et que le journal présente une section officielle et une section non officielle. Le changement de format du Télégraphe a peut-être éloigné le régime des opinions du rédacteur en chef Jean Latte, mais les commentaires politiques subversifs ont continué à circuler. De fait, le 17 décembre 1826, Jean Latte a publié son propre article sur le demi-droit, qui allait être l'un des derniers écrits qu'il publierait en son nom propre avant sa mort en 1828. Dans cet article, Jean Latte affirmait en substance: si nous, les Haïtiens, avions compris que la France voulait que le demi-droit soit permanent, je cite, nous l'eussions ex-bruto rejeté comme un monument de servage et un vassalage déguisé sous une spécieuse apparence. Jean Latte a insufflé à cet argument la rhétorique audacieuse qu'il avait développée plus tôt dans sa carrière, lorsqu'il avait souligné la mission historique d'Haïti et évoqué la montée d'une communauté nationale unie par la douleur et la souffrance des victimes de la terreur raciale. Comme le suggère Jean-Élix René, les écrits de Jean Latte évoquaient une communauté affective de victimes du colonialisme qui avaient fondé Haïti pour défendre leur dignité et leurs droits fondamentaux. Afin d'évoquer ce sentiment communautaire,
Schoenlatt avait tendance à utiliser la première personne du pluriel, nous, comme le moyen littéraire de s'identifier à l'expérience collective du peuple haïtien qui avait souffert sous la domination coloniale française et s'est battu pour assurer sa liberté. Le rédacteur en chef a souligné que nous, le peuple souverain d'Haïti, n'aurions jamais consenti au demi-droit et à la condition féodale de vassalité qu'il impliquait, si la France avait clairement indiqué que le privilège avait vocation à devenir permanent. Il s'ensuivit que le demi-droit était illégitimement imposé à Haïti et qu'il pouvait donc légalement être supprimé. La résistance des douaniers haïtiens et les interventions du télégraphe ont jeté les bases de l'abolition unilatérale du demi-droit. En 1826 et 1830, reprenant les termes du journal, Boyer s'est opposé à la logique impériale du demi-droit et a supprimé le privilège commercial controversé. En 1838, au terme de nouvelles négociations, la France et Haïti ont signé de nouveaux traités dont aucun ne mentionnait le demi-droit. Haïti allait désormais traiter la France comme une nation parmi d'autres également favorisée. L'article 1 était enterré. La France se trouvait contrainte d'abandonner son rêve d'utiliser le demi-droit pour reconstruire son empire commercial dans les Caraïbes. Quelques mots pour conclure. L'histoire du demi-droit diffère significativement de celle de l'indemnité. En premier lieu, alors que l'indemnité imposait le pouvoir néocolonial par le biais de la finance, le demi-droit l'instaurait par le truchement du commerce. Dans la mesure où l'article 1er de l'ordonnance permettait à toutes les nations de commercer avec Haïti, il reflétait une vision émergente de l'empire informel qui attendrait son apogée au milieu du XIXe siècle. En même temps, le demi-droit s'inspirait de formes plus anciennes du mercantilisme. Il était conçu comme un instrument réglementaire que devait donner à la France un avantage fiscal sur un marché d'outre-mer qui, sans cela, aurait tout simplement été trop concurrentiel. En bonne logique mercantiliste, il était également imposé par un officier de marine sous la menace d'une guerre. Le demi-droit était donc une institution hybride qui reflétait deux approches concurrentes de l'économie politique de l'Empire. En deuxième lieu, en raison de liens pratiques et symboliques qui s'étaient établis entre le développement de l'État haïtien et l'administration des droits de douane, les dirigeants, les douaniers et les journalistes haïtiens considéraient l'aspect mercantiliste du demi-droit comme une menace directe pour la souveraineté haïtienne. En effet, pour certains, il s'agissait d'un danger plus grave que l'indemnité elle-même. Certes, les travailleurs ruraux et urbains et les officiers de l'armée dans le Nord abhorraient l'indemnité. Mais Boyer restait déterminé à payer la double dette et par ce moyen à repousser la menace militaire française. En revanche, le demi-droit n'était porteur d'aucune ambiguïté. Non seulement le privilège commercial réduisait les recettes haïtiennes dont le pays avait besoin, mais il constituait également une attaque directe contre le concept même de souveraineté haïtienne. Ce qui pourrait nous apparaître comme une banale dispute sur les droits de douane était en fait chargé d'une énorme signification politique. Ce conflit évoquait une lutte plus large entre le pouvoir impérial français et la création révolutionnaire de la souveraineté haïtienne, une souveraineté qui garantissait à tous les Haïtiens le droit d'être libérés de l'esclavage. En dernier lieu, il convient de souligner
que l'opposition haïtienne au demi-droit a été couronnée d'un remarquable succès. Bien que l'hostilité à l'indemnité a été largement répandue, Haïti, soumis à la pression militaire, l'a finalement payé au prix fort pour la nation. Par contre, l'opposition haïtienne au demi-droit a abouti à son abolition unilatérale, abolition que la France a finalement été contrainte de reconnaître. Cette histoire de résistance victorieuse n'est pas très connue aujourd'hui, en partie parce qu'elle a été effacée par certains interlocuteurs français, tels le député Charles-François de Ladoucette, qui a prétendu que la France avait volontairement abandonné le demi-droit en 1838 pour permettre à Haïti de payer l'indemnité. Mais Ladoucette a négligé de mentionner qu'Haïti avait unilatéralement aboli le demi-droit 10 ans plus tôt. Mais le dossier historique est clair. Après la promulgation de l'ordonnance, les dirigeants haïtiens, les douaniers, comme les journalistes, ont puisé dans une puissante rhétorique révolutionnaire afin de contester la légitimité du demi-droit, de défendre la souveraineté de la nation haïtienne et de détruire un pilier de l'ordonnance de 1825. Merci.